Bonjour à tous, bonjour à toutes qui êtes déjà debout pour cette première conférence pour débuter notre forum de la formation. Alors d'ici une minute, on va commencer et je pense que vous devez tous avoir accès à mon PowerPoint. S'il y a un souci, vous mettez dans le chat dans la partie latérale de l'écran. Alors déjà, avant de commencer, comme ça laisse les retardataires d'arriver, je m'appelle Jeanne-Marie Bonnet, je suis professeure de physiologie à VetAgroSup sur le campus vétérinaire et je suis directrice générale adjointe de VetAgroSup sur ce campus. Alors moi, je vais évoquer les différentes facettes de la profession vétérinaire en remontant un petit peu dans le passé jusqu'à envisager quelle sera la profession de demain. Je crois qu'il est 15, on peut démarrer. Un peu d'histoire pour commencer. L'histoire de la médecine vétérinaire et de l'enseignement vétérinaire commence à Lyon il y a 260 ans. Lyon, qui est la deuxième ville de France, du royaume de France, nous sommes sous Louis XV, parce qu'il y a beaucoup de soyeux, il y a des métiers à tisser, ils arriveront un tout petit peu plus tard, mais en tout cas, c'est une ville qui est assez riche. Et dans cette ville, eh bien, il y a un homme, Claude Bourgelat. Nous sommes donc au XVIIIe siècle. Et ce Claude Bourgelat va être le père de l'enseignement vétérinaire et de la médecine vétérinaire. Cet homme va commencer surtout avec des connaissances dans l'art équestre et dans la médecine du cheval. En effet, il est nommé écuyer du roi, ce qui lui donne l'autorisation d'ouvrir une académie d'équitation et d'en être le directeur. Cette académie d'équitation, c'est une académie où on enseigne aux jeunes nobles ce qui est nécessaire à un noble, c'est-à-dire l'art équestre, l'art de se battre, l'escrime, également la danse, les mathématiques et les bonnes manières. À cette époque, donc, il sera vraiment, c'est un scientifique dans l'âme, il sera vraiment investi dans la connaissance de cet art équestre et de la médecine du cheval. Il remarque que dans les traités de l'époque, eh bien, cet art équestre est très mal défini et surtout tout ce qui concerne la médecine du cheval, qui est vraiment à ses prémices, et tout ce qui concerne, par exemple, le déplacement du cheval, est totalement erroné. Il réécrit des livres comme ce nouveau Newcastle. Il y avait un Newcastle qui était une première édition qui avait été faite par le comte de Newcastle. Il écrit le nouveau Newcastle ou nouveau traité de cavalerie, car il va rétablir la vérité. En fait, il va écrire beaucoup sur le cheval, des principes sur la connaissance de la médecine des chevaux. Il sera même appelé par Diderot et d'Alembert dans cette fameuse encyclopédie pour y écrire tous les chapitres concernant la médecine du cheval et l'art équestre. Il est connu dans toute l'Europe. C'est un vrai scientifique et on voit que déjà à cette époque, comment il a fait progresser cette connaissance du cheval et de la médecine du cheval. Alors, ce n'est pas lui qui est sur cette peinture, mais il est allé rencontrer les chirurgiens de l'Hôtel-Dieu qui pratiquaient des dissections chez l'homme et il a appris avec eux à disséquer le cheval, ce qui fait qu'il a refait des planches anatomiques qui étaient cette fois-ci qui apportaient des vraies connaissances dedans et il a pu réécrire tous ces traités sur l'art équestre. En fait, on peut dire qu'il est le précurseur de ce qu'on appelle la médecine partagée entre l'homme et l'animal, ou la biopathologie comparée, c'est-à-dire il s'enrichit, la connaissance vétérinaire s'enrichit de la connaissance médicale et vice-versa. Et d'ailleurs, il écrit dans cette encyclopédie « La médecine de l'homme est utile à celle du cheval et réciproquement ». Donc c'est le père de la biopathologie comparée, ce qu'on appelle le concept « une seule santé », même, je veux dire, parce qu'il va partager les connaissances de la médecine humaine et animale. Mais ce n'est pas pour ça qu'il va avoir l'idée de créer une première école vétérinaire à Lyon. La peste bovine fait des ravages en France et la famine fait rage, car en effet, ce n'est pas qu'on mangeait les bovins, mais c'est en fait qu'ils servaient à faire les labours et pour les récoltes. Et donc, c'est une catastrophe dans ce royaume de France. Et il n'y avait personne à l'époque pour s'occuper de prévenir ou traiter la maladie. Deux hommes
Claude Bourgelat, notre Lyonnais, et puis une personne qui arrive à Lyon comme lieutenant de la généralité, qui est Henri-Léonard Bertin, c'est-à-dire qu'il sera le préfet. En fait, il arrive comme préfet de Paris, il arrive, et ils deviennent amis et ensemble ils discutent et se disent qu'il faut des professionnels pour aller sur le terrain soigner les bestiaux. Alors ça va entraîner des discussions importantes, il faudra attendre un peu, de telle façon à ce qu'Henri-Léonard Bertin soit de retour à Versailles, à la cour du roi à Paris, pour parler à Louis XV, aller le voir et le convaincre qu'il faut ouvrir une école où l'on enseignera l'art de traiter les bestiaux. Louis XV en sera convaincu, puisque par un arrêt du Conseil du roi du 4 août 1761, il est écrit que on ouvrira une école où l'on enseignera publiquement, école publique, les principes et la méthode de guérir les maladies des bestiaux, on appelait ça les bestiaux, ce qui procurera à l'agriculture les moyens de pourvoir à la conservation du bétail qui était décimé parce qu'il y avait une épidémie qui désolait les campagnes. Et l'épidémie, cette peste bovine, il faut savoir que la planète en sera déclarée indemne seulement en 2011. L'idée donc d'ouvrir une école, et à Lyon, avec Claude Bourgelat comme directeur, est née. Il faut 1 an pour trouver le lieu de cette école. Ce sera le logis de l'abondance. À Lyon naîtra la première école vétérinaire au monde. Ce sera Grande Rue de la Guillotière, c'était un relais de poste, et des premières promotions vont arriver, assez petites au départ. On dit qu'il fallait savoir ferrer un cheval pour pouvoir rentrer dans cette école. Donc, c'était très certainement des fils de maréchaux ferrants qui rentraient avec des élèves entre 13 et 30 ans, on dit à peu près. C'était assez exigu, mais on y enseignait déjà des cours d'anatomie, la connaissance des os, des muscles, commence la splancnologie. Il y avait des cours de botanique et pharmacie, de matière médicale, cours sur l'extérieur des animaux, comment apprécier la conformation des animaux, des cours de forge, c'est-à-dire de ferrage, et des cours de maladies internes ou les parasites externes, par exemple, des cours de bandage et de la chirurgie. Donc vous voyez, la médecine vétérinaire est née à Lyon sur ce premier site en 1762, mais la création, l'idée de cette école, c'est 1761. Étant donné que certainement les étudiants vont être envoyés sur le terrain et que le roi, en tant que la maladie peste bovine disparaît provisoirement du royaume, eh bien, il nommera cette école École royale vétérinaire de Lyon. Avec la Révolution française, elle perdra son titre de royale pour s'appeler École nationale vétérinaire de Lyon, puis ensuite impériale. Vous imaginez qu'avec le temps, elle va changer de nom en fonction des événements politique. Elle changera de site pour se retrouver dans le couvent des Deux Amants, Sainte-Élisabeth des Deux Amants, quai de Saône, pour y rester, donc ça c'est en 1795, jusqu'en 1978, où elle ira s'implanter sur le site de Marcy-l'Étoile, car ici ça permettait plus d'accueillir des chevaux et des bovins aussi qui venaient de campagnes environnantes. Maintenant, ce couvent des Deux Amants est devenu, après avoir été école vétérinaire de Lyon, est devenu le Conservatoire national de musique et de danse. Et aujourd'hui, nous sommes à Marcy-l'Étoile et depuis 2019, nous avons une grande rénovation de nos locaux et des grands plans de restructuration, de rénovation de notre centre hospitalier universitaire vétérinaire, car nous avons un très gros centre hospitalier vétérinaire où nous recevons des animaux de toute espèce. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les autres écoles vétérinaires d'Europe vont dépendre de sa première école, Lyon, à laquelle succédera l'école d'Alfort, car Claude Bourgelat deviendra directeur de l'école d'Alfort, qui est encore sur son site initial. Il n'y a plus le château de Maison Alfort, mais il y a cette école toujours en place, qui a été rénovée, bien évidemment, et des très beaux locaux aujourd'hui. Et à partir de là, on a un arbre, en fait, généalogique, avec des gens comme par exemple, ça peut être un Lyonnais, comme ce Vial de Saint-Bel, qui ira créer une école à Londres, ou bien de différents pays d'Europe arriveront des gens pour se former dans ces écoles, pour retourner dans leur pays, créer leur propre école. Ensuite, un peu plus tard, il y aura l'école nationale vétérinaire de Toulouse, l'école de Nantes aujourd'hui, car il y a 4 établissements français
avec cursus vétérinaire. Pour Lyon, nous nous appelons VetAgroSup maintenant car nous avons fusionné avec une école d'ingénieurs agronomes à Clermont-Ferrand. Et pour Oniris, c'est avec une école d'ingénieurs agronomes de Nantes qu'il y a eu fusion pour créer ce grand établissement Oniris comme nous, VetAgroSup. Donc 4 écoles vétérinaires ou 4 établissements qui ont un cursus vétérinaire. Alors, voilà l'histoire, voilà aujourd'hui. C'est vrai que le vétérinaire, on a tendance à avoir une image, en fait, de ce qu'est le métier de vétérinaire. Il y a des métiers du vétérinaire et je vais vous le montrer. C'est un métier passion. Beaucoup d'enfants rêvent d'être vétérinaires parce qu'ils aiment les animaux ou bien parce qu'ils ont envie de soigner ces animaux. Car aimer les animaux, on n'a pas besoin d'être vétérinaire pour aimer les animaux. C'est un métier passion. Et quand nos élèves arrivent dans les écoles, souvent, c'est en plus un soin aux animaux de la faune sauvage, vétérinaire de zoo ou parc animalier, comme dans cette série très ancienne de Daktari, où c'était un vétérinaire qui soignait en Afrique des animaux. Et là, ça faisait rêver. Il y a eu le docteur Doolittle. Il y a quelques vétérinaires qui soignent des animaux sauvages, comme ici le docteur Norinchai à Paris, mais ce n'est pas la majorité de nos vétérinaires, même si c'est souvent la première idée que se font les étudiants, soigner la faune sauvage. Alors, les étudiants vétérinaires sont formés à toute espèce, bien sûr, dans leur cursus, et aussi les animaux sauvages. Alors, vous aurez des conférences sur vraiment le cursus, mais pour rappel, c'est que jusqu'avant septembre 2021, après une classe préparatoire, généralement, et là je pars du concours A, le concours post-BCPST, eh bien, il y a aussi les autres concours, le concours par la licence, le concours B, c'est par BTS ou DUT. D, c'est ceux qui ont un master, on en prend un par école, donc c'est très peu, c'est anecdotique. Les étudiants rentraient dans l'école en première année pour faire 5 ans d'études avant de passer leur test d'exercice pour devenir docteur vétérinaire. On voit, j'ai remis de la coloration un peu plus importante, car au fil de leur enseignement, ils ont au départ des matières assez fondamentales comme la physiologie, l'anatomie, la pharmacie, toxicologie, la biologie, la biologie moléculaire par exemple, et au fil de leur cursus, ils sont de plus en plus dans le soin aux animaux, mais très rapidement d'ailleurs, on les intègre précocement dans nos cliniques, c'est-à-dire dans notre centre hospitalo-universitaire vétérinaire, pour être au contact des animaux. C'était à partir donc du milieu de la 3e année qu'ils faisaient des rotations en fait, et puis ensuite toute la journée, ils étaient en 4e année en soins des animaux. En 5e année, il s'agit en fait d'avoir une filière, c'est-à-dire que les étudiants choisissent d'être plus performants dans un secteur, que ce soit la filière animaux de rente, animaux de compagnie, équidés ou une filière avec 2 valences, par exemple, qui seraient mixées. Mais d'autres choisissent, à l'issue de ce cursus, de faire de la recherche, être dans la recherche ou de l'industrie, donc de passer un Master 2 souvent, ou bien de rentrer dans l'École nationale des services vétérinaires. Après un concours qui passerait, ils commenceraient à devenir inspecteurs de santé publique vétérinaire. Alors ensuite, certains restent une année de plus après un concours d'internat en animaux de compagnie ou en animaux de rente ou en équidés. Donc ça, c'est quand on veut être encore un peu plus performant. Ils ont de toute façon leur test d'exercice à passer en fin de 5e année pour devenir docteur vétérinaire. En fait, tout au long du cursus, ils acquièrent des nouvelles compétences, pas que des enseignements fondamentaux comme on avait l'habitude par le passé, des nouveaux enseignements, ils s'enrichissent et ils ont des parcours assez personnalisés selon leurs objectifs. Et il y a de nombreux stages, dont à l'étranger. Il y aura une conférence qui sera dédiée par Hélène Aguès, Luc Moudier et Elodie Basti. Il y a une nouvelle voie d'accès aux écoles vétérinaires et je ne vais pas rentrer là-dedans car vous avez juste après moi une conférence du professeur Margoni qui va vous expliquer cette nouvelle voie qui est un concours après inscription sur Parcoursup avec une classe qu'on appelle la PASSE ENV qui fait rentrer les étudiants en première année, d'accord, 1 an, et ce n'est pas une classe préparatoire intégrée, c'est une classe où de première année d'école et les autres, donc c'est pour vous montrer, donc là vous avez tout sur le site des concours vétérinaires, vous trouvez toutes les informations et vous aurez cette conférence.
Et après, donc ce qui fait qu'on a des étudiants qui rentrent en première année par ce concours Parcoursup, et puis les autres qui restent avec les concours traditionnels rentrent en 2A. Vous voyez, on a décalé puisque la filière, c'est la 6A. Mais sinon, le cursus est le même. Simplement, on a 7 filières supplémentaires, 40 étudiants par école, ça fait 160 étudiants en plus. Alors, revenons sur notre sujet. Une profession aux multiples visages. Il n'y a pas que des soigneurs d'animaux chez les vétérinaires. Le praticien vétérinaire, celui qui soigne, c'est vrai, c'est la première facette de la profession. Ce sont les plus nombreux vétérinaires, et les plus nombreux vétérinaires sont ceux qui s'occupent des animaux de compagnie. Et en effet, c'est souvent l'image que l'on met de la profession en avant, avec des émissions qui ont été tournées chez nous d'ailleurs, et où on voit en action des vétérinaires qui sauvent des animaux. Mais pas que. En fait, retenons qu'il y a vraiment 3 principaux domaines d'intervention pour le vétérinaire dans ses multiples facettes de la profession. C'est la santé et la protection des animaux, toute espèce. Mais c'est également la santé publique vétérinaire. La santé publique vétérinaire, c'est les actions que l'on va mettre en œuvre qui sont en rapport direct ou indirect avec les animaux, leurs produits ou sous-produits, et qui contribuent à la protection, à la conservation, à l'amélioration de la santé de l'homme. C'est-à-dire, lorsqu'on vaccine des animaux et que ça prévient des maladies humaines, c'est-à-dire on prévient des zoonoses, c'est de la santé publique vétérinaire. Lorsque l'on administre des médicaments chez les animaux et qu'on fait attention, ce qu'est le rôle du vétérinaire qui ne se retrouve pas dans l'assiette après parce qu'on n'a pas respecté les délais d'attente, c'est de la santé publique vétérinaire. Le contrôle des aliments également. Le vétérinaire a aussi comme rôle la préservation de la faune et de l'environnement. C'est son rôle. Mais aussi, d'autres vont développer la recherche, font de la formation, travaillent dans la médecine comparée, toujours comme le faisait Claude Bourgelat, en adaptant des techniques de l'homme à l'animal et en se servant de l'animal pour comprendre des maladies humaines. Et puis, toujours, le vétérinaire doit valoriser l'image de la profession et respecter ses règles, son éthique. C'est important. Alors, en France, j'ai réactualisé mes chiffres. Il y a 19 530 vétérinaires et vous voyez, ça fait 2 ans que le nombre de femmes vétérinaires a dépassé celui des hommes. C'est une profession qui encore en majorité exerce en clientèle, même s'il y a de nombreux secteurs d'activité. Donc cette clientèle, ça peut être une clientèle rurale, canine, équine ou mixte. C'est-à-dire, il est rare que dans une clientèle, même à la campagne, il n'y ait pas des chiens et des chats à soigner. Il y en a d'autres qui sont salariés dans le secteur des productions animales, qui font du suivi d'élevage, je vous l'expliquerai. Il y a nos fonctionnaires dans les services vétérinaires de l'État, c'est-à-dire les inspecteurs de santé publique vétérinaire, qui ont été formés, les ISPV, à l'École nationale des services vétérinaires. Il y en a qui font de la recherche, il y en a qui sont salariés de l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique, il peut y avoir des vétérinaires des armées, et je vais vous présenter ça. Mais quel que soit le domaine d'activité, le vétérinaire est toujours impliqué dans la santé, mais aussi le bien-être des animaux. Et également, bien sûr, dans la santé humaine, en protégeant les animaux, on protège la santé de l'homme. Et l'animal, c'est aussi une source de bien-être pour leurs propriétaires. Alors, est-ce qu'il y a des métiers qui sont réservés aux hommes ? Il y a, en fonction des années, entre 75 et 80% de filles dans le cursus vétérinaire. Et c'est vrai que l'idée qu'on peut en avoir, c'est que ce sont les hommes qui soignent les vaches, les filles qui soignent des petits chiens, mais c'est vraiment des clichés. En fait, il y a des éleveurs qui sont des éleveuses maintenant, bien évidemment, et puis les filles sont en rural et soignent les bovins tout aussi bien que les hommes. Il n'y a plus de différence, et heureusement, car maintenant, il y a beaucoup plus de filles que de garçons dans la profession. Alors, on voit qu'entre 2017 et aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes, car les régions qui sont dans les couleurs rouges, ce sont les départements qui sont dans les couleurs rouges, ce sont des départements
alors là ce sont les régions qu'ils ont représentées, là ils ont mis les départements, eh bien tout ce qui est en rouge, c'est là où il y a une proportion de femmes supérieure à une proportion d'hommes. Donc vous voyez, il reste un petit peu ici, mais pas de beaucoup, où il y a plus de vétérinaires hommes que de vétérinaires femmes. Donc vraiment, la profession a évolué. Il reste toutefois des régions où il manque de vétérinaires, qu'ils soient des hommes ou qu'ils soient des femmes. Mais quand on regarde un petit peu, et quand c'est un homme, eh bien, il y a une plus grosse activité en rural pour les hommes, alors que pour les femmes, vous voyez, c'est un petit peu réduit. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on voit plus. Et l'exercice pour des animaux de compagnie est plus important pour les femmes que pour les hommes. Et tout confondu, il y a quand même une plus grande pratique animaux de compagnie, mais pas de beaucoup, d'une pratique où il y a de la rurale. Et dans les modalités d'exercice, les femmes sont plutôt salariées, alors que les hommes sont plutôt vétérinaires libérales, de façon individuelle ou associées à d'autres vétérinaires. Ils sont un petit peu moins salariés, même si la tendance aujourd'hui est de plus en plus à des gens qui veulent être salariés et moins gérer leur propre entreprise. Alors c'est en train de changer, des métiers réservés aux hommes, ce n'est plus d'actualité. Alors le vétérinaire praticien, en termes de réalité de terrain, c'est un peu vieux celle-ci comme image. En fait, c'est surtout des canins. On le voit quand même qu'il y a surtout des canins, mais il y a des régions encore où il y a une majorité de vétérinaires libéraux ruraux, ou en tout cas qui font de la rurale majoritairement, même s'ils font quand même, ils soignent des chiens et des chats. Et quand on regarde l'évolution, il y a de plus en plus de vétérinaires, elles sont un peu anciennes, hein, ces données, qui soignent des chiens et des chats, bien moins qui soignent des bovins, et l'évolution sur la clientèle équine a augmenté. En fait, il y a eu cette augmentation et maintenant ça se stabilise un peu. Ce qui fait que l'on retrouve des régions où il y a une baisse considérable de vétérinaires ruraux entre 2015 et 2019. Une baisse de plus de 50% de vétérinaires ruraux. Donc ce sont des départements qui sont un peu sinistrés en termes de pratique. Le terrain, il y a une nécessité d'avoir des vétérinaires. Et là, c'est vraiment problématique parfois. Alors, les dernières données que j'ai prises cette année, en bleu, c'est une activité animaux de compagnie. Eh bien, vous voyez, ça fait plutôt, ça continue, bon, ça monte un peu hein, encore, entre 2016 et 2020. On voit que la pratique rurale, elle, par contre, elle diminue, qu'elle soit mixte ou activité rurale pure, pardon. Et puis, pour les chevaux aussi, ça stagne un petit peu. En tout cas, il y a 70% des vétérinaires qui sont inscrits à l'ordre, car toutes les données que je prends ici sont sur l'ordre des vétérinaires et je vous incite à aller sur le site de l'ordre des vétérinaires. Vous retrouvez toute la démographie vétérinaire, tout ce que j'ai pris, beaucoup d'illustrations que j'ai pris ici, viennent de ce site. Donc, allez le consulter, c'est passionnant. Donc, vraiment, il y a une baisse constante, on voit, entre 2016 et 2020, du nombre, regardez, de vétérinaires qui font une compétence AR en animaux de rente. Alors, le praticien, on va commencer de cette première facette, qui a un cabinet vétérinaire, il peut être généraliste, comme un médecin généraliste ou spécialiste, car en effet, dans des grands centres hospitaliers, et maintenant souvent les vétérinaires se regroupent en grands centres hospitaliers, avec jusqu'à plus de 30 vétérinaires, il peut y avoir des spécialistes uniquement. Un vétérinaire qui sera spécialiste de dermatologie, l'autre de cancérologie, de cardiologie, etc., etc. Donc on peut être vétérinaire et n'avoir plus exercé qu'une spécialité. La profession se féminise avec des temps de travail qui peuvent être de plein temps ou du temps partiel. La nécessité souvent, pour la plupart du temps, d'assurer des gardes, sachant que dans des grandes structures, ça permet justement, si plusieurs vétérinaires sont regroupés, et de pas être toujours de garde, et en plus de se regrouper avec d'autres cliniques pour assurer les gardes. Ça peut être des petites structures ou des immenses centres hospitaliers vétérinaires, on appelle ça des CHV, qui exercent le vétérinaire seul, mais de plus en plus en groupe. Et de plus en plus, c'est un chef d'entreprise, car il a vraiment tous des collaborateurs, mais aussi des auxiliaires de santé vétérinaires. C'est vraiment une gestion du cabinet qu'il doit faire, et donc il faut des compétences supplémentaires que nous apportons à nos étudiants sur la gestion d'un cabinet
et toutes les notions qui sont nécessaires de management. Alors, les spécificités. On parle donc en premier du vétérinaire libéral, praticien canin. Il est généraliste, comme je vous l'ai dit, ou spécialiste, n'exerçant qu'une spécialité. Alors, qu'est-ce qu'il est amené à soigner? Il y a 7,5 millions de chiens, 11 millions de chats aujourd'hui, mais les prévisions pour l'avenir, c'est 17 millions de chats en 2030, 5,5 millions de chats. Là, le chat est l'animal du futur, en particulier l'animal urbain. Et c'est vrai que c'est la plus grande majorité donc, de ces vétérinaires qui exercent la médecine des animaux de compagnie. Mais généralement, lorsqu'on fait du chien et du chat, on soigne aussi des nouveaux animaux de compagnie, cobayes, furets, tortues, mais c'est vrai que tous les cabinets ne vont pas être amenés, ne seront pas à même de soigner, par exemple, ou des tortues, ou des reptiles, ou des oiseaux. Donc, parfois, il y a des cabinets spécialisés pour les nouveaux animaux de compagnie, ou des spécialistes dans des grands CHV. Mais les gens font vraiment soigner aujourd'hui leurs cobayes, leurs lapins, c'est très important. Tous les animaux ont vraiment un pouvoir affectif chez l'homme et c'est très, très important. Nouveaux animaux de compagnie, en plus des animaux de compagnie, et ce vétérinaire canin, il faut savoir que quand il exerce son métier, sauf s'il est vraiment un spécialiste, il va faire que la radiologie, que la chirurgie, mais sinon, dans un cabinet, le médecin généraliste, il va endormir l'animal, il va faire de la dentisterie, il va être médecin, chirurgien, radiologue, il doit avoir toutes les compétences. Et ce métier, le vétérinaire praticien, si maintenant passons à l'autre face, qui fait des équidés, qui s'occupe des équidés, que ce soit des chevaux de sport ou de loisirs, il peut soit aller chez les propriétaires, dans un centre équestre pour soigner, ou bien, ou en même temps, il peut avoir une clinique équipée où il peut recevoir les chevaux, les hospitaliser, les opérer même. Donc vraiment, on a des cliniques très très bien équipées pour soigner ces chevaux. Et quand on fait la pratique vétérinaire chez les chevaux, on est médecin, anesthésiste, il faut s'y connaître très bien, mais pour le chien, c'est la même chose, en nutrition, en dentisterie, en chirurgie, voire de la médecine du sport, si un animal a des contre-performances, si on travaille avec des chevaux de course, ou à l'obstacle, comprendre pourquoi il ne saute plus. En ce qui concerne le vétérinaire à la campagne, c'est un médecin des animaux de rente, mais dans un même temps, il doit avoir le rôle d'ingénieur d'élevage, c'est-à-dire comprendre comment est gérée l'exploitation, comment les animaux bénéficient-ils de conditions d'hébergement qui sont adaptées pour qu'ils puissent produire, ce sont des animaux de production, et pour qu'il y ait du bien-être animal aussi. C'est un véritable hygiéniste de la santé publique. Il a d'ailleurs, le vétérinaire, un mandat sanitaire qui lui octroie le droit de faire et le devoir de faire de la prophylaxie, c'est-à-dire d'aller, par exemple, effectuer des prélèvements sanguins sur des animaux pour vérifier qu'ils n'ont pas la brucellose quand vous allez dans des fermes où il y a marqué indemne de brucellose, par exemple. Il contrôle, pareil, il y a des contrôles sur la tuberculose, il peut y avoir en fonction, en plus des épidémies, il va être capable de faire donc une police sanitaire des maladies qui sont réputées contagieuses. Il y a toute une liste de maladies qui sont sous surveillance. Et puis, bien sûr, la prévention des zoonoses, c'est important, de maladies qui peuvent être transmises à l'homme. Il a le rôle de contrôle aussi des entrées et des sorties des animaux de l'exploitation agricole lorsqu'il y a des échanges, pour être sûr qu'il y a des échanges qui sont vraiment conformes à cette législation en fait de la vente et de l'achat d'animaux. Et puis quand même le métier à la campagne a évolué. Oui, alors d'abord les éleveurs sont de plus en plus performants pour prendre soin de leurs animaux, mais aussi les élevages ont augmenté. Il y a une taille importante, ils ont beaucoup d'animaux, et c'est vrai qu'il y a une médecine qui était très individuelle d'animal à animal, où on fait maintenant en plus de la médecine des populations. C'est-à-dire que le vétérinaire doit donner des conseils d'élevage, d'alimentation, un suivi régulier de l'élevage et travailler à la formation. Ils sont très bien formés, mais avoir un vrai partenariat avec les éleveurs pour améliorer les productions. C'est pour ça qu'il y a même des vétérinaires
on dit conseil en production animale. C'est-à-dire qu'ils peuvent être salariés par des groupements agricoles, par des groupes d'élevage, et il est salarié de ces exploitations et il vient faire de la médecine de groupe, des suivis de reproduction pour que les animaux se reproduisent bien régulièrement, c'est ce qu'il va faire, pour que les conditions sanitaires soient respectées, et il va faire cette médecine de groupe. Là, on voit, ça pourrait être un élevage en fait de bovins, mais il peut faire cette médecine de population pour les animaux de rang, des élevages de porcs, des volailles, des bovins, des ovins, des caprins, des lapins, voire de la pisciculture. C'est moins une médecine individualisée qu'une médecine à l'échelle de l'élevage. Et dans le cadre, il va intervenir dans le pilotage de l'élevage, mais souvent pour des très grands élevages, il ne sera pas seul. De toute façon, il y aura l'inséminateur qui va venir. Il peut y avoir des gens qui vont venir, qui connaissent très bien sur les bâtiments d'élevage, des zootechniciens, des spécialistes de nutrition. Il s'agit pour le vétérinaire de faire une visite de site, de regarder les bâtiments. Peut-être il y a trop de ventilation, peut-être qu'il n'y en a pas assez. Et puis, dans des grands élevages, comme pour par exemple les volailles, il y a des animaux morts. Il faut aller faire des autopsies pour comprendre quelle est la problématique et donner des conseils en matière d'hébergement, de bien-être animal, c'est important, et d'avoir des bonnes conditions sanitaires. Donc, c'est vraiment un acteur aussi de la santé publique vétérinaire. Il doit vraiment, dans ses élevages, veiller à ce qu'il y ait une bonne prescription et utilisation des médicaments, que les délais d'attente avant d'envoyer par exemple un animal à l'abattoir, s'il a reçu des médicaments, eh bien, ce délai soit respecté. Il doit faire très attention à la maîtrise des résidus chimiques, à l'émergence de maladies, le risque sur ces denrées, parce qu'après il y a des risques sur les denrées d'origine animale qui peuvent à ce moment-là être renfermés des germes qui seraient totalement nocifs à la santé. Mais bien sûr, le respect du bien-être animal et de l'environnement, c'est fondamental et participe à la formation des éleveurs. Et le vétérinaire praticien de faune sauvage. Oui, il y a des vétérinaires dans des parcs zoologiques ou des parcs naturels. C'est un médecin des animaux, il peut les soigner, mais il est aussi un conseiller dans un parc zoologique sur l'hébergement de l'animal. Pour ce faire, il est éthologue, il va regarder ce comportement en milieu fermé et préconiser des aménagements, par exemple. Et puis aussi, il peut participer à la conservation des espèces dans le cadre de mise en place de programmes de reproduction des animaux de ces parcs. Il peut être salarié d'un zoo, d'un parc, ou bien c'est un vétérinaire qui a une clientèle et qui aura une fonction pour aller dans un parc, un zoo, un parc naturel. Il y a une problématique aussi, c'est qu'il y a certains vétérinaires, et je veux citer le docteur vétérinaire Ludini dans le parc du Mercantour, où vous savez que dans la gestion de la relation entre les éleveurs et les promoteurs de la conservation de la faune sauvage, il y a des problèmes. Car en effet, on a réintroduit l'ours, il y a des loups en France, et ce docteur vétérinaire, par rapport à cette faune sauvage, eh bien, fait l'intermédiaire avec les éleveurs, parce que les éleveurs voient leurs troupeaux qui sont décimés parfois par ces loups et essayent de trouver des solutions pour qu'il y ait une cohabitation qui soit sereine. Ce n'est pas toujours évident et elle travaille donc dans ce Mercantour sur la problématique des loups et essaye de trouver des solutions avec les éleveurs qui sont parfois très affectés par la présence du loup. Alors d'autres facettes du métier, le vétérinaire peut être un inspecteur de la santé publique vétérinaire. Vous aurez une conférence ce soir dessus, on avait 939 en 2020. C'est une formation complémentaire qui est reçue à l'École nationale des services vétérinaires qui est sur le campus vétérinaire de Marcy-l'Étoile. Ce sont des fonctionnaires, ils passent un concours pour entrer. Ils sont donc recrutés sur concours et quand on est à l'école et qu'on veut devenir inspecteur de santé publique vétérinaire, on peut le faire au cours de sa dernière année d'études et on poursuit sur une année supplémentaire. Et c'est vraiment ceux qui s'occupent de la santé publique vétérinaire telle que je vous l'ai définie préalablement. Alors, où est-ce qu'exerce un ISPV? Un ISPV, ça peut être dans un ministère en charge de l'agriculture, voire d'autres ministères, l'écologie, les affaires étrangères, où ils vont être à l'origine, par exemple, de la rédaction de lois, de réglementations pour la santé publique vétérinaire. Ils peuvent être dans des directions régionales ou départementales chargées de la protection des populations.
Ça s'appelle, c'est les anciennes, par exemple, directions des services vétérinaires, les DSV, où on peut, qui ont souvent des laboratoires d'analyse aussi, où on va apporter, on trouve un canard, n'y a-t-il pas la peste aviaire, la grippe aviaire, donc on l'amène, ils vont faire les analyses, ils peuvent être appelés en cas d'un foyer de maladie infectieuse pour circonscrire, pour mettre en place de la police sanitaire pour arrêter la diffusion de la maladie. Donc ils sont, ceux-là, plus sur le terrain. Mais certains sont dans des établissements publics comme de recherche, l'ANSES, l'INRAE, CIRAD, INSERM. D'autres sont dans des collectivités territoriales. Il y en a, par exemple, dans les écoles vétérinaires qui font de l'enseignement et de la recherche. Il y en a dans les ambassades. Il y en a au niveau des douanes, par exemple. Il y en a dans des organisations internationales comme l'OIE, qui est l'Organisation mondiale pour la santé animale. C'est l'OMS, mais pas santé humaine, santé animale, ou bien la FAO, ou d'autres organismes en fait, et ils sont partout, et leur rôle est fondamental, car ils participent à la conception et la mise en œuvre des politiques publiques. Alors lesquelles? Ces politiques publiques, eh bien, qui sont en rapport avec la santé publique vétérinaire, santé animale, protection des animaux, bien-être animal, alimentation, sécurité sanitaire des aliments, gestion, protection des environnements, de l'environnement, préservation de la faune, développement de territoire. Mais vous avez une conférence dédiée ce soir, et c'est un métier passionnant, car vraiment leur zone d'activité est très très large. Et puis, ce sont ceux également qui viennent dans les cantines, dans les restaurations collectives pour établir la conformité des denrées alimentaires. Donc, une conférence dédiée de Nathalie Gerson. Le vétérinaire de l'industrie pharmaceutique. Et oui, il n'y a pas que des soigneurs d'animaux, il y a aussi des vétérinaires dans l'industrie pharmaceutique pour des médicaments dédiés à l'animal, mais aussi dans des des compagnies pharmaceutiques de médicaments humains. En fait, il peut être à n'importe quel moment de stade du cycle du médicament, depuis sa conception du médicament jusqu'à sa commercialisation et le suivi de ses effets sur le terrain. Il peut être dans la recherche, il identifie des substances actives, il y a des vétérinaires, beaucoup de vétérinaires font de la recherche aussi, dans un laboratoire de l'industrie ou bien dans un laboratoire de recherche publique et privée. Par exemple, il peut être dans un laboratoire aussi dans de la recherche publique. Il peut être là pour essayer de mettre au point de nouvelles molécules, de voir leur activité. Mais dans cette industrie pharmaceutique, il y a en effet du développement de molécules, par exemple. Eh bien, il va être là, dans le développement aussi, pour formuler pour la formulation de cette molécule, le schéma d'administration, le conditionnement. Le dossier d'AMM, eh bien, c'est le dossier d'autorisation de mise sur le marché. Il faut de nombreuses études avant de mettre le médicament sur le marché. Eh bien, ça peut être lui qui doit constituer le dossier. Beaucoup de vétérinaires de l'industrie pharmaceutique sont dans la production et l'assurance qualité, dans le marketing, ou bien dans la pharmacovigilance. Enfin, dans l'industrie agroalimentaire, le vétérinaire a un rôle clé en matière de sécurité alimentaire. Il intervient dans l'élaboration de l'aliment, qu'elle soit animale ou humaine, ou dans le contrôle et les mesures d'hygiène de la chaîne alimentaire. Dans la recherche, c'est le vétérinaire qui peut être dans la recherche, soit dans les écoles vétérinaires, par exemple, où il y a de la recherche, ça peut être un enseignant-chercheur dans les écoles vétérinaires, moi je suis enseignant-chercheur, que ce soit de la recherche fondamentale ou appliquée, et également dans différents organismes de recherche. Et dans les armées, on a quelques vétérinaires dans les armées, pas beaucoup, pour le soin aux animaux militaires, que ce soit les chevaux ou les chiens, et ils participent aux missions générales du service de santé. Ça peut être la recherche qui est faite dans le service de santé des armées, ça peut être l'épidémiologie, différentes activités, car les militaires ne font pas qu'aller sur le terrain, ils ont des activités multiples. Et puis, ils s'assurent aussi de contrôle, de la restauration collective, de l'hygiène, de la protection animale. Enfin, pour finir, je dirais que les métiers du vétérinaire sont multiples. Industrie pharmaceutique, fonctionnaires, il y a même des vétérinaires sapeurs-pompiers qui vont s'occuper quand il y a un camion avec des chevaux qui s'est renversé sur l'autoroute, par exemple. Vétérinaire inspecteur, vétérinaire spécialiste, enseignant-chercheur, vétérinaire de la faune sauvage. Ils sont très, très nombreux. Si les métiers du vétérinaire sont multiples, le seul souci, c'est la préservation de la santé animale, humaine et environnementale. C'est pour ça qu'on est sur ce concept
une seule santé, il n'y a pas de frontière entre les deux médecines, humaine et animale, et il y a vraiment une fongibilité des deux médecines et un enrichissement de chacune des médecines. Et demain, le vétérinaire sera de plus en plus impliqué dans la santé animale et humaine, la santé publique vétérinaire, telle que j'espère je vous l'ai définie, en soignant l'animal, en se raisonnant l'usage des antibiotiques, l'usage des médicaments, eh bien on préserve la santé humaine. Il sera toujours dans l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique et il sera de plus en plus pointu dans la médecine vétérinaire. On forme de plus en plus de spécialistes, cardiologie. La médecine vétérinaire évolue parallèlement à la médecine humaine et on a des spécialités qui se développent. Et il sera assisté de nouvelles technologies. L'IRM est disponible pour les animaux, mais aussi on parle de médecine connectée en médecine humaine, en médecine vétérinaire, il en va de même. Des animaux peuvent être connectés pour suivre leur santé dans un élevage, pour voir pourquoi elle se met à moins produire, elle mange moins, il doit y avoir un problème de santé, par exemple, de ces bovins, eh bien, cette médecine connectée, elle est présente en médecine humaine. Et bien sûr, il est au cœur du bien-être animal. On est vétérinaire aujourd'hui, on a un enseignement important sur le bien-être animal. Notre profession a de plus en plus de facettes, je pense vous l'avoir montré. Je vous remercie de votre attention et vraiment retrouvez tous sur le site, soit sur notre site, sur le site des concours agrovéto, ça c'est pour les concours et le cursus, et sur vétérinaire.fr, c'est l'ordre des vétérinaires, mais si vous tapez ordre des vétérinaires, vous tomberez dedans. Je vous remercie. Laura, si tu peux voir quelques questions, on a encore quelques minutes pour cela. Alors, vous m'entendez, Jeanne-Marie? Oui, je vous entends très bien, je vous remercie. Donc, pour le moment, on n'a pas de questions, on a des remerciements. En fait, vraiment, si vous voulez des informations sur le métier de vétérinaire, allez sur l'atlas démographique de la profession vétérinaire qui est sur le site Ordre des vétérinaires. Vous verrez, c'est en libre, vraiment, ce n'est pas destiné qu'aux vétérinaires, ce site. Et il y a beaucoup d'informations sur les métiers, la répartition, est-ce qu'on est salarié, est-ce qu'on est… C'est passionnant. Et tous les ans, il est remis, et 2021, j'ai extrait les dernières données 2021. Donc voilà. En tout cas, vraiment, je voudrais vous montrer qu'aujourd'hui, le bien-être animal est au cœur de notre profession et le bien-être de l'homme aussi. On a vraiment cette notion de santé partagée. On bénéficie de la santé et de la médecine humaine et la médecine humaine bénéficie des connaissances aussi que l'on peut acquérir sur l'animal, sur des maladies. Alors, j'ai enfin une première question. Oui. Est-il difficile de devenir vétérinaire libéral? Non. Tous peuvent devenir libéral. Libéral, ça veut dire en fait que vous travaillez dans une clientèle. Donc cela, non. La plupart de nos étudiants, quand ils sortent, ils vont se faire embaucher dans un premier temps dans un cabinet. Et puis après, ils peuvent racheter des parts dans le cabinet, ils peuvent monter leur propre cabinet. Mais en tout cas, la plupart de nos étudiants seront des vétérinaires libéraux, praticiens en fait. C'est ça, qui vont soigner sous forme de clientèle, de gestion d'une clientèle. Alors là, une question un peu plus spécifique, je ne suis pas sûre qu'on pourra y répondre. Avec 13 de moyenne en terminale générale, est-ce encore possible de faire vétérinaire par la suite? Alors ça, c'est pas… Il faudra peut-être poser avec la passe ENV. Vous êtes en terminale, c'est en terminale. Il faut vraiment quand même avoir une très bonne… Mais vous pouvez regarder sur les différentes voies de concours agrovéto. Il y a, si vous rentrez dans un BTS, dans un DUT, ou vous faites une licence avec la fac, vous avez d'autres voies d'entrée. Et je pense que dans ce cas-là, il faudrait plutôt… Vous risquez d'avoir des mal à rentrer dans une classe préparatoire ou à la passe ENV qui va vous être exposée juste maintenant, ce ne sera pas bien possible. En revanche, la voie du BTS, DUT ou licence sera peut-être plus appropriée pour vous. Peut-on devenir vétérinaire spécialisé pour un animal? Ça y est, il y a plein de questions qui commencent à arriver là, donc on ne va pas pouvoir répondre à toutes. Allez-y, vétérinaire pour un animal? Pour un animal. Bah, juste, peut-on devenir vétérinaire spécialisé pour un animal? Ah oui, il peut y avoir par exemple un spécialiste, on va dire, de la dentisterie des chevaux ou un spécialiste de la dentisterie des animaux de compagnie. C'est possible, oui, bien sûr. Et puis un animal, ça peut être le spécialiste des tortues. Voilà.
J'ai vu vétérinaire des zoos, il y en a beaucoup. Ce n'est pas trop connu, non? Non, il y en a très peu, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas tant de zoos que ça en France, de parcs animaliers ou de parcs naturels, il y en a très peu. C'est vraiment très peu. Ceux qui sont en place, ils restent, ça ne se crée pas des zoos sans arrêt. Une question sur l'ostéopathie animale. Est-ce qu'une spécialisation en tant qu'ostéopathe animalier est prévue dans le cursus? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'ostéopathie. On peut avoir de la phytothérapie, on enseigne la phytothérapie, mais il peut y avoir des formations. Il y a des vétérinaires, il y a des formations continues en ostéopathie après ou pendant le cursus qui peuvent être suivies, en effet. Concours niveau BTS, combien d'entrants? Eh bien, alors là, j'ai pas peut-être qu'on va vous le donner dans les conférences suivantes. Par école, on en a par le concours BTS-DUT, il doit y en avoir une quinzaine à peu près qui rentrent par école, x4, hein, d'accord? À peu près. Il y en a, la majorité, c'est par le concours A. Cette passe ENV, ça en fait 40 par école. Donc, en tout, on a 160 étudiants par promotion, d'accord? 160. Donc, il y en a 40 par le premier, il en reste 120, 120, oui, une quinzaine. La licence, ça doit être, c'est un peu plus, peut-être une vingtaine par le concours B. Vous trouvez ça sur le service des concours, à peu près. Tout sera indiqué. S'il va y avoir de plus en plus de spécialités, est-ce qu'il va y avoir de plus en plus de places? Et si oui, dans quel horizon? Alors, de plus en plus de places, oui, pour l'instant, il n'est pas saturé le marché. Hein. Il n'est pas saturé du tout. Et en tout cas, il y a beaucoup de places en zone rurale pour des vétérinaires ruraux, car il en manque. Des gens qui veulent s'installer dans des régions très rurales. Voilà. Pour l'instant, le marché n'est pas saturé. Et au contraire, les vétérinaires recherchent des vétérinaires pour quand ils ont besoin d'un collaborateur. Ils recherchent et ils ont du mal à en trouver un. Voilà. Pour la procédure ISPV, l'école propose-t-elle une préparation au concours? Non, c'est en interne et généralement, je veux dire, nos étudiants réussissent très bien hein, pour rentrer. Il n'y a pas de problème. C'est quand on est on est en 4e année, on passe ce concours, mais c'est un concours qui est sélectif. Oui, bien sûr, c'est un concours, mais c'est quand même, je veux dire, il y a un accompagnement dans leur cursus et tout. Donc, vraiment, on prête attention pour qu'ils réussissent ce concours. On les aide, les étudiants qui veulent ce concours. C'est des promotions environ d'une quarantaine d'étudiants pour l'ensemble de la France. Mais il peut y avoir des années plus de demandes, moins de demandes. Je vois pas mal de questions là qui arrivent sur les spécialisations et tout. Donc, il y a la conférence de Marc Goni qui va commencer. Ça va répondre à ces questions. Donc là, on a une autre question par contre sur le métier vétérinaire. Combien de gardes un vétérinaire fait-il par mois, la nuit, le week-end? Choisit-il le nombre de gardes ou cela est-il imposé? Non, ce n'est pas imposé, c'est dans le cadre, vous travaillez avec des collaborateurs. En fonction du nombre de collaborateurs, vous répartissez les gardes. En fonction du nombre de cas, on peut être 2 la nuit, il peut y avoir 2 personnes de garde ou une seule. Donc ça dépend vraiment de la clientèle. Et justement, souvent les jeunes, quand ils vont dans une clientèle, c'est ce qu'ils demandent. Quand ils ont fini leurs études, ils disent, voilà, je veux venir, ok, mais combien j'aurai de gardes par semaine, par an, voilà. Donc ça se négocie avec ses collaborateurs. Faut-il une adaptation du diplôme français docteur vétérinaire pour pouvoir exercer à l'étranger? En Europe, c'est le même diplôme. On peut travailler avec. C'est un diplôme européen qui est reconnu. Voilà. Notre diplôme est reconnu à l'étranger. Le diplôme en Europe, on peut travailler en Europe. Parce qu'il y a des étudiants qui font leurs études en Belgique, en Roumanie et qui viennent avec ce diplôme travailler chez nous, en France, chez eux, puisqu'ils sont français. Alors, et là, on a 2 questions. Les secteurs les plus porteurs et comment on devient vétérinaire sans frontières? Alors, Vétérinaires sans frontières, c'est une association qui existe et c'est simplement une implication dans une association. Les étudiants qui vont rentrer dans cette association et puis après, il peut y avoir des missions à faire et ils peuvent y aller s'ils restent, vraiment membres de cette association, très impliqués, ils pourront. C'est agronomes et vétérinaires sans frontières maintenant, ça s'est rejoint avec les deux. Et la première question, c'était les secteurs les plus porteurs. Les secteurs les plus porteurs, tous les secteurs sont porteurs. Tous les secteurs, on trouve du boulot et c'est porteur dans tous les secteurs.
Il va falloir alors, la personne redemandait de nouveau pour Vétérinaires sans frontières. Comment devient-on vétérinaire sapeur-pompier ou vétérinaire de l'armée? Et puis, je pense qu'on pourra conclure parce que Margoni va commencer. Oui. Alors, le vétérinaire de l'armée, ce sont des ouvertures. Ils disent à un moment, l'armée dit, ben voilà, je recrute des vétérinaires dans l'armée et dans nos anciens élèves, ils peuvent ou pas. Et ça doit être un concours, hein, je pense, pour entrer dans l'armée parce qu'après, on est salarié. Mais c'est de temps en temps comme ça, mais c'est un concours. Et puis, vétérinaire, l'autre, c'est… et vétérinaire dans l'armée ou vétérinaire sapeur-pompier? Sapeur-pompier, je pense qu'il faut des formations pour être sapeur-pompier. Et à ce moment-là, il y en a qui sont des vétérinaires plein temps sapeur-pompier et puis d'autres qui ont la formation, qui sont en plus, ils peuvent être appelés parce que à titre, voilà, mais il faut une formation pour être vétérinaire sapeur-pompier. Et là, il y en a beaucoup et c'est très intéressant. Mais on ne travaille pas, il y en a qui travaillent que vétérinaire sapeur-pompier, c'est leur métier, d'autres, c'est en plus. Peut-être qu'on va s'arrêter là parce que Marc… Oui, de toute façon, il n'y a plus de questions sur les métiers. Les quelques questions qu'il y a, c'est sur les voies d'entrée. Donc, il faut qu'ils aillent sur la conférence de Marconi, il y aura les réponses. Je vous remercie infiniment à tous. Bon courage et bon parcours pour ceux qui deviennent vétérinaires et nous vous retrouverons à l'école de Lyon ou dans une des 4 écoles. Bon courage en tout cas. Merci à tous. Merci. Au revoir.